Avec notre invité ce soir, nous allons évoquer donc la position du parti politique l'UNI. C'est un parti politique de l'opposition au Togo qui a invité les forces démocratiques à parler d'une même voix. Nous recevons pour en parler le président du UNI, Gabriel Sassouvi Dossé Agneron. Monsieur Dossé Agneron, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Oh, c'est avec joie que nous nous prêtons tout le temps au jeu des questions et réponses pour éclairer les Togolais, pour leur donner notre point de vue sur, je dirais, l'actualité de notre pays et surtout partager notre vision d'un Togo meilleur avec eux. Alors, j'avoue que avant de rentrer dans le fond de ceci, nous allons essayer, je vais partir sur ce qu'on disait tout de suite en off. Le NI est précurseur sur beaucoup de points. Est-ce que vous avez le sentiment au niveau de votre parti politique que vous êtes un peu les mal compris de la République? Et disons que nous avions émis plusieurs idées. Ces idées que nous avions développées, nous avons essayé de les mettre en pratique. Mais nous n'avons pas été, je dirais, audibles. Les gens n'ont pas voulu nous écouter. Eu égard à la taille aussi de notre organisation. Donc, nous pensions continuer à marteler notre vision des choses pour que les Togolais puissent nous comprendre, nos compatriotes puissent savoir qu'il y a une autre voie possible pour atteindre l'alternance. C'est de cela que nous parlions tous. Nous voulions gouverner le Togo d'une autre manière. Et pour y arriver, on passe forcément par les élections. Donc, s'organiser pour aller à ces élections est l'une des tâches de toute formation politique qui aspire à gouverner le Togo, ou à le gouverner tout seul, ou à le gouverner en synergie avec d'autres forces politiques qui ont la même vision que notre parti. Est-ce que vous êtes en train de dire que au niveau de l'opposition au Togo, seuls les forts ont le droit à la parole? Oui, ça s'est vérifié depuis je dirais, même tout récemment avec la C14. On a remarqué que dans la C14, seuls ceux qui étaient plus puissants, plus forts, donnaient le tempo. Et c'est tout à fait normal. Dans le rapport de force des partis politiques, le parti le plus fort, c'est lui qui donne la direction. Et seulement, il faut que le leader de ce parti se remette en cause pour voir si sa vision peut permettre au peuple d'atteindre l'objectif. Il n'y a qu'un seul objectif que tous les partis politiques de l'opposition se sont fixés, c'est l'alternance. Mais maintenant, la démarche, la manière, la stratégie pour atteindre cette alternance, c'est elle qui pose problème. Au parti l'UNI, comme nous le disons, depuis notre troisième congrès statutaire tenu à Vaughan le 3 décembre 2016, nous avions appelé toute l'opposition à une table ronde de l'entente de l'opposition. Pourquoi nous avions appelé à cette table ronde? Vous savez, au niveau de l'opposition, nous avons beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de rumeurs. Les uns fabriquent des rumeurs sur les autres. Il y a des rancœurs. Il fallait se retrouver et aplanir tous ces différends avant de penser à être ensemble. Ce que la C14 n'a pas fait. Nous avions demandé qu'il faut aussi arriver à harmoniser nos programmes. On ne peut pas dire aux partis politiques d'être ensemble sans que leur programme soit encore divergent. Nous devons harmoniser nos programmes. C'est ce que nous avions appelé un programme commun, qui doit être le lien. Nous avions dit que ce lien-là nous permettra d'être vraiment ensemble et de parler d'une même voix, parce que nous avons un même programme. Et du programme, parce que si nous gagnons les élections, c'est ce programme-là que nous allons mettre en œuvre. Nous avions parlé
de la plateforme gouvernementale, qui est l'instrument de la mise en œuvre du programme commun. Et nous l'appelons aussi que c'est le ciment. Ça veut dire que tous les participants au programme commun se verront responsabilisés dans la mise en œuvre. Et chaque parti y trouvera son compte. Alors, il est plus facile à l'opposition de s'unir et d'aller à ce combat-là. Nous l'avions dit depuis 2016, nous disons que c'est dans la dignité, c'est-à-dire respecter la dignité de tous les partis, et ça nous permet d'aller plus loin. Mais on a pensé que c'est celui qui est plus fort, celui qui a plus de militants. C'est lui qui doit donner la directive. Et dans ce que nous avions appelé la C14, moi je dis que c'est vraiment une grosse escroquerie politique. Une escroquerie politique. Pourquoi vous le dites? Parce que quand on était ensemble, nous avions sollicité à être dans la C14. On nous a dit que la C14 a commencé, c'est parce qu'ils sont 14. Et si on nous ajoutait, ça deviendra C15. Et M. Norbert Bipi aussi voulait intégrer le groupe. On lui dit, si vous intégrez, on deviendra C16. Et tous ceux qui ont frappé à la porte, on n'a pas voulu les intégrer pour conserver le nombre 14. Maintenant, qu'ils ne sont plus 14, mais ils ne peuvent plus s'appeler C14. Puisque si on nous intégrait, on passerait à 16 et on dira C16. On ne peut pas dire C14. Maintenant qu'ils ne sont plus 14, mais disons C3 ou C5 ou C6. Donnons le nombre exact de partis qui composent ce regroupement. C'est de là que nous parlons d'une escroquerie politique. On était ensemble pendant 18 mois. Nous étions ensemble dans la rue. Toutes les déclarations, nous n'y figurons pas. Même pour les négociations, on nous reçoit, on débat, on donne notre vision des choses, mais ça n'a jamais été pris en compte. Voilà je dirais même l'amertume de toute la population qui s'est battue pendant 18 mois. Et après 18 mois, on n'a rien. Quand les premiers responsables déclarent qu'ils n'ont rien, ils n'ont rien pu obtenir parce qu'ils ne s'étaient pas unis, parce qu'ils n'avaient pas une vision commune, parce qu'il y a des divergences. Non, on aurait pu pallier à cela. On avait le temps de le faire. Ils n'ont pas choisi cette voie-là parce qu'ils ont voulu duper tout le monde et tout le monde se préparait en cachette pour ces élections présidentielles de 2020. Voilà la vraie raison de la dislocation de la C14 qui devient C12 ou actuellement on est à C5. À C5, voilà. D'accord, maintenant, vous invitez encore, je pense que vous étiez dans une conférence de presse à Vaughan il y a quelques jours, et vous invitez encore les forces démocratiques à parler d'une même voix. Pourquoi vous tenez à quelque chose qui ne marche jamais? On y tient. On y tient parce que ces élections présidentielles, c'est la confrontation de deux blocs. Vous avez le bloc des forces démocratiques qui doivent être un bloc solide, compact. Vous avez le bloc de Unir RPT qui lui-même est un bloc solide. Et là, vous ne pouvez pas opposer à ce bloc-là, je dirais, une alliance de façade. Il faut aller à une vraie alliance pour pouvoir donner une chance à l'alternance. Voilà pourquoi nous continuons à parler de cela. Nous voulions l'alternance. Et si nous la voulions, nous devons passer par un bloc, le bloc compact de l'opposition. Sans ce bloc, je ne crois pas que l'alternance serait possible. C'est pour ça que nous parlions d'un sursaut patriotique. Nous demandons aux forces démocratiques d'avoir ce sursaut-là.
pour donner une chance à l'alternance en 2020. Pour nous, c'est une condition sine qua non. Et c'est les partis qui ont plus de poids. Notre parti, le peuple même ne nous accorde pas de voix, ce qui fait que nos appels tombent dans des oreilles de sourds, mais c'est la seule façon d'amener nos compatriotes à avoir confiance dans les politiques et à aller voter. Nous parlons de l'abstention. L'abstention est due au fait que la population n'a plus confiance dans les leaders politiques. Nous nous sommes salis. Nous avions colporté des mensonges sur les uns et les autres. On a dit que tel, c'est pour de l'argent. On a dit que M. Gilles-Christ Olympio est parti chercher de l'argent. On a dit que la C14 est partie chercher de l'argent. On a dit Maître Agboibo est parti chercher de l'argent. Donc quand vous dites tout cela, le peuple, il peut avoir confiance en qui? Si tous les leaders sont à la quête d'aller prendre de l'argent chez celui qu'ils sont censés combattre, mais le peuple ne se retrouve plus. Et c'est ça la vraie question. Et c'est ça qui entraîne l'abstention. Les gens se disent, si je vais même voter, ça ne sert à rien. Et ça ne servira à rien. Donc je n'irai pas. Je préfère ne pas perdre mon temps à aller aux urnes. Et pour que l'opposition puisse gagner, il faut faire le plein des voix de l'opposition. L'abstention, c'est dans le camp de l'opposition. Et nous devons les mobiliser en montrant que les hommes politiques ont une vision pour ce pays. Et cette vision, ils veulent la mettre en marche pour que nous ayons ce que notre hymne national dit, le Togo sera l'or de l'humanité. Voilà cette vision que nous voulions partager. Alors, vous dites quelque chose, et moi je réitère cette question. Ça fait plusieurs années qu'on le dit, qu'il faut aller parler d'une même voix, aller ensemble, mais ça ne marche jamais. Il y a trop d'ego. Quel est le problème? Mais le problème, ce n'est pas tellement le problème de la multiplicité des partis politiques. C'est seulement 2 ou 3 qui pensent que c'est leur tour d'être président de la République et que les autres doivent s'aligner derrière eux. Ils ne veulent pas aller vers l'autre, l'inviter à être ensemble. Et c'est cette invitation à être ensemble que nous avions mis dans ce que nous appelons l'appel de Vaughan, qui est lancé depuis 2016. Si vous prenez l'appel de Vaughan dont je viens de donner au début les grandes lignes, si vous la voyez, vous verrez qu'il n'y a plus de problème d'ego. Choisir une personne parmi 4 ou 5 est difficile, mais demander à ces personnes-là d'être ensemble dans un programme commun semble plus facile et réalisable. Vous savez... Ça va aboutir sur le choix d'une personne, forcément. Mais cette personne sera le candidat du programme commun. Tout le monde se retrouvera en lui à travers le programme commun. Mais c'est ça le grand problème. Parce qu'on laisse de côté le programme et c'est la personne qu'on regarde. Non, puisque la personne, quand c'est un candidat unique, ça veut dire qu'il viendra avec son équipe, avec son programme. Maintenant, nous composons cette équipe-là, nous sommes ensemble autour de lui, et donc il n'est plus unique. Il est nous et nous sommes lui. C'est cette démarche qui nous permettra d'aller en bloc à ces élections en 2020. Ceux qui ne le veulent pas au premier tour le souhaitent pour le second. Donc, il y aura ce rassemblement-là au second tour parce que on fera ce que nous avons fait au cours des élections locales, c'est le nombre de voix
que vous aviez qui vous permettent d'avoir une place dans l'exécutif de la mairie, dans le bureau exécutif de la mairie qui va déterminer votre positionnement. Donc, tout le monde attend que le premier tour déblaye le terrain pour qu'au second tour, on essaye de se mettre ensemble sur un programme et qui devait être un programme commun ou autour du candidat le mieux placé au premier tour pour affronter le candidat de l'UNIR au second tour. Voilà la vision des uns et des autres. Ce qui veut dire que le rassemblement est toujours nécessaire. Le rassemblement de l'opposition est toujours nécessaire. Il y a deux démarches, ceux qui la veulent au premier tour, dont nous faisons partie, et ceux qui pensent que c'est au second tour qu'ils pourront rassembler les uns et les autres, et ils verront le poids de chaque parti, de chaque entité dans le rassemblement. Alors, quand vous parlez, j'ai à l'esprit ce que disait le président du MPDD, Gabriel Mensah Kodio, sur un média de la place il y a quelques jours. Il disait qu'on ne peut faire aucune alliance raisonnable sans Jean-Pierre Fabre. C'est ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, quand on lit la position de Jean-Pierre Fabre et de l'ANC, c'est contre une candidature unique ou un regroupement pour le premier tour. Oui, il a donné le tempo et je crois que c'est le parti, je dirais, de l'opposition qui est central. Et sans... Oui, mais ce parti est contre les regroupements au premier tour aujourd'hui. Donc, le parti dit qu'il faut aller et le premier tour déterminera le plus fort, derrière lequel tout le monde sera obligé de s'aligner au second tour. Et il impose sa vision, parce que si vous voyez même les élections locales, lui donne par rapport à la C14, le résidu de la C14 lui donne encore une priorité. Oui, il est légèrement en avance et il est le parti qui est le parti central de l'opposition. Donc s'il dit que c'est au second tour qu'il y aura rassemblement, forcément c'est au second tour qu'il y aura rassemblement. Ce qui veut dire que dans tous les états-majors, tout le monde va essayer, tous les partis politiques vont essayer d'être à ce premier tour ou d'être en regroupement pour le premier tour et que si le deuxième tour advenait, ils peuvent se réorganiser. Voilà la vision des choses. Dans ce cas, votre appel, ça n'a plus de chance d'aboutir. C'est pour ça que le 12 octobre dernier, nous avons évalué, le Conseil national du parti Le Nuit a évalué l'appel de Vaughan. Et en l'évaluant, on trouve que c'est l'idéal. Nous continuerons à le dire pour voir si les partis les mieux représentés auront cette vision des choses. Mais au cas où ils ne l'auront pas, le Conseil a donné une autre recommandation, a formulé une recommandation à l'endroit de notre bureau exécutif pour que le bureau exécutif étudie les stratégies nécessaires pour que le parti puisse participer au débat entre les deux tours. Dans ce cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les partis, tous les états-majors essayent de voir comment participer à ce premier tour pour avoir la voix nécessaire pour débattre ou discuter le second tour. Donc notre organisation, notre parti politique aussi, se prépare dans cette logique. Nous sommes dans une coalition, la coalition rénovée, avec nos partenaires du CAR et le MCD du Tcharsona Traoré, de Maître Tcharsona. Nous allons nous retrouver pour voir quelle stratégie nous allons mettre en place pour que nous ne soyons pas absents à ce grand débat. Le débat, je crois que l'ANC a donné le ton, c'est que ce débat de regroupement se fera au second tour. Ça, c'est un peu obligatoire parce que quand on passe au second tour, on n'a plus besoin d'aller convaincre quelqu'un, rejoignez-moi. Si vous vous réclamez de l'opposition, vous êtes obligé de suivre le candidat de l'opposition qui vient en avance. Oui. Et il vous impose
sa vision des choses, il vous impose sa ligne politique, il vous impose le gouvernement qu'il aura à faire si toutefois nous arrivons à gagner. Donc, c'est dans cette logique que tout le monde va essayer de se battre pour que l'écart soit tel que lui aussi, il aura besoin forcément des autres et qui ne peut pas se passer des autres. Donc, je crois que actuellement, le débat est assez ouvert, mais nous n'avons pas assez de temps. Et le danger du regroupement au second tour, c'est que le premier tour, les appétits sont aiguisés et on s'attaque violemment. Oui. Il y aura des attaques à telle enseigne que le regroupement au second tour devient des fois difficile. Si même les leaders l'acceptent, les militants à la base qui ne suivent pas forcément. Et c'est le danger que nous, on voulait se préserver de ce danger-là. Et nous voulions qu'il y ait le regroupement se fasse au premier tour. Et pour nous, au Parti l'UNI, si même dans un regroupement au premier tour, dans une plateforme gouvernementale, si nous n'avions pas de place, il n'y a pas de problème. Nous pourrions encore faire l'effort d'attendre, mais notre souhait, c'est l'alternance. Oui. Donc, nous pouvions faire tout sacrifice nécessaire pour que l'alternance advienne. Mais je ne crois pas que cette vision est partagée avec les autres acteurs de l'opposition. Gabriel Sassou-Vitossi-Agnor, nous sommes à, si tous les calculs tombent, juste un peu plus de 4 mois des élections. Est-ce que c'est le lieu, le moment de faire ce débat? Est-ce que ce n'est pas des questions dont il fallait discuter depuis, je ne sais pas moi, déjà 1 an, et en ce moment-ci, être dans une stratégie de mobilisation? Nous l'avions lancé. Nous avons, au Parti l'UNI, nous sommes même fiers d'avoir lancé ce débat depuis 2016. Et nous disons à l'époque que 2020, c'est aujourd'hui. Oui. Et les gens ne nous ont pas cru. Et surtout, il y avait ce grand rassemblement qui est la C14, qui devait être le tremplin pour aller au présidentiel de 2020. On ne comprend pas comment la C14 puisse se désintégrer. Disons que ça nous prend à la gorge. Quel gâchis, dirait quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas comprendre que 14 partis politiques, plus d'autres sensibilités, plus la société civile, qui pendant 1 an et demi, 18 mois, réclamaient les réformes, étaient dans la rue, n'étaient même pas capables de mettre en place une stratégie unitaire pour aller aux élections législatives. Et nous avions participé aux élections locales qui nous ont pris beaucoup de temps. Pendant la période des élections locales, on n'a pas pu s'organiser. Et tout juste après les élections locales, il faut aller jusqu'à la formation des exécutifs des mairies. Et tout ça, ça a pris du temps. Et c'est maintenant que nous sommes à 4 mois dans la dynamique des élections présidentielles. Vous êtes fait un peu avoir par le calendrier du pouvoir, c'est ça? Oui, le calendrier du pouvoir, l'agenda, celui qui détient l'agenda est maître. Oui, mais à chaque fois, on a comme l'impression que l'opposition se fait toujours avoir. C'est comme si vous n'avez jamais de longueur d'avance. On ne peut pas avoir de longueur d'avance. Vous envisagez gouverner, et moi je sais, parce qu'on me l'a répété depuis tout petit, que gouverner c'est prévoir. Vous êtes dans l'opposition, vous devez aussi prévoir. Oui, vous avez fait une projection, mais les conditions, celui qui détient l'agenda a les conditionnalités. C'est lui qui permet tel mouvement à tel moment. Donc, je crois que notre seule faute dans l'opposition, c'est de ne pas accepter l'appel de Vaughan et de faire le programme commun
depuis 2016. On l'aurait fait depuis 2016. Je crois que même l'appel de Tipi Achadam de 2017, on serait déjà en marche. Et voilà, donc... mais toutefois, ce que l'opposition, nous pouvons dire encore au crédit de l'opposition, c'est que la population est déjà mobilisée. Le peuple veut l'alternance. Maintenant, on n'a plus le sentiment qu'il y a une véritable mobilisation. Vous ne prenez que le taux de participation lors des dernières locales, et si vous faites tous les calculs, ça montre que même dans les fiefs de l'opposition, on est en dégringolade. Et je parlais de l'abstention qui est dans l'opposition, dans le fief de l'opposition. L'abstention, là, ne veut pas signifier que l'opposition ne veut pas gagner les élections, que le peuple ne veut pas qu'il y ait alternance. Le peuple veut qu'il y ait alternance, mais le peuple demande qu'on lui présente un produit crédible. Et c'est ça que nous sommes incapables ou que nous faisons à tâtons. Parce qu'il y a encore des appels de droite à gauche qui peuvent aboutir, et même à un mois, si ce regroupement naissait, le peuple, vous verrez qu'il y aura ce sursaut patriotique qui va renaître, cette flamme de l'alternance va prendre le dessus, et alors je crois que l'opposition pourra gagner en 2020. Mais à l'heure où nous sommes en train de parler, Gabriel Sassou-Dossé-Agnon, ma dernière question, je voudrais peut-être que vous y répondiez simplement par oui ou par non. 2020, c'est un échec préparé pour l'opposition? C'est une espérance qui continue. Merci Gabriel Sassou-Dossé-Agnon. Vous êtes le président du parti politique Le NI. Nous allons marquer la pause et dans une dizaine de minutes, on sera ensemble pour Regard croisé.